Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. On va parler cyclisme et qui dit nouvelle semaine dit nouvelle compétition. En début de saison, on ne fait pas des courses de 3 semaines. Et dit Saudi Tour. Et oui, on va faire le débrief de toutes les étapes tous les soirs parce que le Saudi Tour c'est quand même intéressant pour voir un petit peu comment se mettent en place certains sprinteurs dont Renaud Vegan. Et puis il y a quand même deux étapes qui sont toujours difficiles. Donc c'est intéressant, voilà. Et puis bon, avec l'étoile de Bessèges, ça va être diffusé sur la chaîne L'équipe. Et autant vous dire que comme j'ai pas internet, ça va me permettre de regarder la course un peu plus facilement que d'autres épreuves comme le Tour de la Communauté de Valence où là c'est un petit peu plus compliqué. Pour moi, Saudi Tour, on en a fait la présentation. Si vous avez raté la présentation, je vous invite à la voir, à taper Saudi Tour présentation. Il y a aussi une playlist sur toutes les présentations de courses cyclistes que je fais dans la saison. Et puis on commence tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu dans cette étape. Et puis n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Faites quand même attention, aujourd'hui, il y a pas mal de vidéos qui sortent. Donc n'hésitez pas à regarder la page d'accueil directement de la chaîne si vous avez raté le Tour de San Juan, la Cadel Evans, le Trofeo Palma, voilà, vous pouvez retrouver ces courses-là, ou encore la présentation de l'étoile de Bessèges que je vais essayer de faire aujourd'hui. Il y a également un piste verte, pourquoi pas aujourd'hui ou demain, qui sera en ligne pour les amateurs de sport d'hiver, qui ne reviendra pas sur le week-end qui vient de se terminer, mais sur le week-end précédent, du fait que, encore une fois, pas de connexion internet et que c'est un petit peu la galère. Saudi Tour 2023, première étape entre Haloula International Airport, un petit nom de sponsor ça, et Keibar. C'était l'étape qui était la plus à l'est de la semaine. Alors on était vraiment là au milieu de rien, vraiment au milieu du désert. Sur cette étape qui était normalement une étape plutôt facile, plutôt rectiligne pour remettre en route un petit peu les jambes, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de coureurs qui n'ont pas encore mis et épinglé un dossard, mais qui au final a été une étape très compliquée, du fait déjà qu'on avait pas mal de chaleur, que le parcours n'était pas si plat que ça, il y avait pas mal de petits faux plats montants qui étaient très fatigants, et surtout la route était dans un très mauvais état. Elle était vraiment complètement gondolée. C'était pas très reposant pour les coureurs. Ça ressemblait un petit peu à Paris-Roubaix, mais ça pendant 180 bornes. Donc, vraiment, c'était très particulier. Il y a eu énormément de crevaisons pour les coureurs, notamment chez Euskaltel. Alors chez Euskaltel, ils ont enchaîné les crevaisons pendant toute la journée. Ça a été un enfer. Et puis il y a quand même quelques coureurs qui se sont fait lâcher. Et puis on voyait les visages assez marqués en fin d'étape. Donc voilà, peut-être que le premier jour où vous mettez un dossard, c'est le premier jour où vous faites un effort à haute intensité, en mode course. C'est vrai que bon, l'entraînement ne remplace pas totalement la course, hein. Certains coureurs ont du mal à se mettre en configuration, je vais faire des efforts à fond, alors qu'ils sont qu'à l'entraînement. Donc peut-être que ça a été compliqué pour ces coureurs-là. On est aussi en début de saison, donc pas toujours au top de sa condition physique encore. Et avec la chaleur qui était peut-être plus forte que ce qui était indiqué sur les cartes météo. Moi j'avais 30 degrés indiqués, alors certes à l'ombre, mais là il semblait vraiment faire plus de 40 sur l'étape. Et ben ça a peut-être été compliqué, très compliqué pour les coureurs. Mais j'étais assez surpris de voir l'état de fatigue de certains coureurs quand on était à 30 bornes de l'arrivée. Je me suis dit oh putain, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vrai qu'une route avec un rendement pas top, du vent qui était majoritairement de face également, puisque la moyenne est de 43,6, ce qui n'est pas foufou. Donc ça a été vraiment une étape très compliquée. Enfin, très compliqué pour les coureurs, alors qu'on ne pensait pas que ça arriverait dans cet état-là. Bon, je crois qu'on a fait le tour de cette première partie de vidéo. On attaque tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, on commence avec Dylan Groenewegen. Premier jour de course, première victoire. En même temps, très très bien emmené. C'est-à-dire qu'il a... Enfin, c'était royal la manière dont on lui a emmené le sprint. C'est-à-dire que vraiment, c'était très compliqué de le dépasser aujourd'hui, quoi. Parce que, bon, déjà, on sait que Groenewegen est un petit peu au-dessus des autres sur ce Tour d'Arabie Saoudite en termes de qualité au niveau des sprints. Mais en plus,
quand tout se goupille à la perfection et tout s'est très bien goupillé pour cette formation, eh bien, c'est plutôt pas mal, quoi. Et pourtant, l'échappée avait pris pas mal d'avance, ils étaient quand même assez nombreux. Le parcours n'était pas si facile que ça, mais ça s'est bien passé. C'est vrai que quand j'ai entendu, là j'ai regardé sur Eurosport 2, parce que sur la chaîne L'équipe, ils seront diffusés que très tardivement. J'ai entendu Nicolas Fritsch dire Groenewegen il passe pas une bosse. C'est pas le meilleur dans les bosses, mais il a quand même beaucoup progressé dans ce domaine-là. Je rappelle que l'année dernière, sur la dernière étape du Tour de France, je crois qu'il fait 3. Donc ça veut dire quand même que tu sais passer les bosses quand tu finis 3 aux Champs-Élysées, parce que ça se fait à la fraîcheur, et ça veut dire que tu avais un peu plus de fraîcheur physique que tes adversaires. Et je trouve qu'il a pas mal progressé dans ce domaine-là, hein. C'est plus une catastrophe en bosse comme ça pouvait l'être à une époque où vraiment il passait pas les côtes. Mais Groenewegen, c'est vrai que là ça a été une perfection, quoi. La manière dont ils ont roulé aujourd'hui dans cette équipe, ils ont contrôlé pendant toute la journée l'étape. Et ensuite, Mesgeek fait magnifiquement le boulot, alors qu'il y a sur la Classica Valenciana, je crois me rappeler que Mesgeek n'avait pas été terrible, mais là il a été vraiment bon, Mesgeek. Et ensuite, Groenewegen, il a juste à finir le travail. Il finit avec 2 vélos d'avance sur tout le monde, mais vraiment tranquille. Il a essoré ses adversaires avant même le sprint. Donc chapeau à Jaiko Alula, et puis en plus ça va faire plaisir aux co-sponsors vu qu'on partait de cette ville-là ce matin. Donc ça va faire plaisir un petit peu à tout le monde. Je poursuis avec Radjovic, le champion de Serbie. Bonne performance, deuxième, hein. Il remonte sur Walscheid vraiment à la toute fin du sprint. Walscheid qui n'a pas sprinté en fait. Il a vraiment pas déclenché son sprint. J'ai l'impression qu'il était cramasse. Quand est arrivé le moment du sprint, il avait les jambes déjà qui tournaient à fond. Il avait plus de souffle, donc impossible de déclencher le sprint. Donc Radjovic, il a réussi à remonter sur Walscheid. Après, Groenewegen était vraiment trop fort. Très belle perf, surtout que moi je m'attendais plutôt à ce que ça soit Jonathan Milan qui joue les sprints, quand on connaît les qualités de ce coureur. Après, peut-être que Jonathan Milan n'est pas encore au top physiquement, qu'il ne se sentait pas d'aller jouer le sprint. Radjovic, qui est un coureur qui était à la Coratec l'année dernière, qui a fait pas mal de victoires, notamment à la Coratec. Donc c'est un coureur qui a du talent, Radjovic. Et en plus, il l'a montré dans une course quand même d'un niveau un petit peu au-dessus des épreuves qu'il pouvait faire avec la Coratec. Moi, j'ai juste trouvé par contre que Radjovic, il faudra voir sur les autres étapes, dangereux dans son... Voilà, il sort vraiment, il n'hésite pas à s'appuyer sur d'autres coureurs, il essaye à chaque fois de passer dans des trous de souris. Mais bon, parfois, ça peut être une catastrophe. Il y a un moment, il passe pas très loin de la bordure du trottoir, donc vraiment, il a zigzagué un peu partout dans le peloton sur les 3-4 derniers kilomètres. À mettre des coups de coude par-ci par-là. Il faut voir sur les autres jours si c'était pas juste, parce que là il y avait quand même pas mal de tension dans le peloton. Dans les 5-6 derniers kilomètres, c'était très tendu. Ou est-ce que c'est vraiment une habitude de ce coureur-là que ça ne devienne pas Molano, ou d'autres coureurs qui sont parfois dangereux quand ils abordent les sprints. Puis je termine avec Varenskjold. Varenskjold, je rappelle, champion du monde espoir du contre-la-montre, 3e des derniers championnats du monde sur route également dans la catégorie espoir. Et là aujourd'hui, il fait encore un bon sprint. Avec cette fois-ci une 4e place derrière donc Walscheid, devant Max Canter et Ivo Oliveira, alors qu'on n'a pas vu le maillot d'Uno X à l'avant du peloton. On l'a plutôt vu à la tête lors de la tête de course, puisque c'était le dernier coureur échappé qui a été rattrapé, qui était de la Uno X. Plutôt une belle course là encore du côté de Varenskjold, qui, oui, il faut le rappeler, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, a un petit talent en tant que sprinter, notamment en 2022, il a remporté la première étape du Tour de l'Avenir, il a remporté également les championnats de Norvège U23 sur route, 7e de la Bredene Corsair Classic, 8e de Gandwegelgem, mais la version espoir. Et puis en 2021, il avait fait également 2e des championnats d'Europe U23 du contre-la-montre et
4e sur les championnats du monde. Coureur qui a commencé chez Joker, Full of Norway, qui a rejoint Uno X en 2021. Joker qui est également une bonne équipe norvégienne de Continental. C'est une équipe qu'on voit régulièrement, qui était à une époque l'équipe majeure de Norvège. Depuis qu'il y a Uno X, c'est sûr que c'est un petit peu changé. Mais voilà un coureur très intéressant et avec des belles qualités. Voilà, il a déjà eu pas mal de bons résultats dans sa carrière, notamment 3e des championnats de Norvège du contre-la-montre en 2020. Donc en 2020, il avait seulement 20 ans. Voilà, dans les résultats dans sa carrière. Et sur le Tour de l'Avenir aussi, 3e en 2019 de l'étape qui arrivait à l'Espalion. Et 2e du contre-la-montre à Bergerac cette année-là. 6e également du Regerik Grand Prix en Norvège. Donc voilà, coureur qui a des très bonnes qualités et qui a une bonne pointe de vitesse, qui passe bien les bosses. Coureur de classique donc. Et en plus très bon rouleur, donc vraiment intéressant. Et intéressant surtout pour Uno X de le conserver encore cette année et de ne pas perdre ce coureur-là. C'est la force aussi de Uno X dans cette équipe, c'est que pour le moment ils ne perdent pas leurs jeunes pépites. Ils arrivent à les conserver. Alors, on ne sait pas si ça durera dans le temps, mais pour l'instant ils arrivent à conserver leurs jeunes coureurs, donc ça c'est toujours très bien. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Casper Van Uden, le coureur de la DSM. C'est dommage, il a été un petit peu trop gentil, Van Uden, aujourd'hui. Il finit loin, Van Uden, que je le perde. Oui, je l'ai perdu, le coureur de la DSM. Mais il n'a pas fait un bon sprint. Aujourd'hui, enfin la DSM n'a pas fait un bon sprint. Voilà, il fait 11e Van Uden, j'avais complètement perdu. Alors déjà ça n'a pas été facile parce que vous avez De Gengold qui a une crevaison à 10 bornes de l'arrivée, qui finit quand même dans le premier groupe, De Gengold, donc belle perf parce que il était au niveau je pense de la 15e ou 16e voiture dans la file des directeurs sportifs, donc c'est vraiment pas évident de revenir dans le peloton quand vous êtes dans ce genre de situation. J'espère qu'il ne sera pas déclassé parce qu'il a fait du suivi de voiture. Parce que pour être revenu aussi rapidement, c'est un peu suspect quand même. Et puis Casper Van Uden, un peu trop gentil, c'est-à-dire au moment de se placer dans les roues, parce qu'il n'avait pas de train par rapport à certains de ses adversaires. Il se fait manger tout cru, c'est-à-dire qu'il est pourtant à un moment 3e, 4e dans la file, je dirais, au niveau des coureurs, dans la file des coureurs. Et puis après, vous avez Radjovic qui lui passe devant, Walscheid qui lui passe devant. Et puis vous vous retrouvez à commencer votre sprint, vous êtes 8 ou 9. Et donc vous ne pouvez pas faire une belle perte dans ce genre de conditions. Donc c'est dommage pour Casper Van Uden, un peu trop tendre aujourd'hui, le jeune coureur néerlandais dans l'approche de son sprint. Alors, vous allez me dire, t'as critiqué Radjovic parce que tu l'as trouvé un petit peu trop excité au niveau des coudes. Certes, mais ça reste du sprint, c'est pas le monde des bisounours non plus. Donc là, du côté de Casper Van Uden, Walscheid, il n'a pas forcé pour lui passer devant, très clairement. Et pareil, Radjovic, c'est pas le coureur avec lequel il a eu le plus de difficultés pour lui passer devant non plus. Donc c'est un petit peu dommageable parce qu'il était vraiment dans les roues idéales pour être dans la roue de Groenewegen. Il était vraiment plutôt très très bien placé. Donc c'est dommage d'avoir raté cette occasion pour Casper Van Uden. On continue avec Pascal Ackermann. Eh bien, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Ackermann. Il a eu un coup de mou à un moment dans l'étape et puis il a complètement disparu. Il finit à 14 minutes. Il n'est jamais rentré dans le peloton. Ackermann, voilà, il finit à 15 minutes 27, 101e, c'est-à-dire avant-dernier de cette étape. Donc c'est vraiment pas top quoi, pour un premier jour de course. Alors c'était un premier jour de course pour Pascal Ackermann, mais il a complètement explosé. C'est pas le seul, Postelberger aussi, qui a fait un travail d'équipier pour la Jayco à Lula, mais qui a aussi complètement explosé à un moment, on l'a vu vraiment exploser. Ackermann pareil, alors peut-être qu'il n'a pas supporté cette chaleur du côté de l'Arabie Saoudite, ou peut-être tout simplement un coup de moins bien, ou une préparation qui n'a pas été idéale pour Pascal Ackermann, mais vraiment une très mauvaise première journée. On suivra ça pour Pascal Ackermann. Est-ce que dans les jours à venir, ça continuera cette méforme pour le coureur allemand? Mais c'est vrai que là, finir à 15 minutes, en plus, il finit avec des coureurs quand même qui sont quand même d'un niveau inférieur au sien.
Ah, top quoi, hein. Quand tu finis avec des coureurs de l'équipe d'Arabie Saoudite, avec également des coureurs des Terengganu ou du GCL Timokyo, c'est pas l'idéal. Ça veut dire que vraiment tu as passé une mauvaise journée. Alors est-ce qu'il a pris un coup de chaud? Est-ce qu'il s'est déshydraté pendant l'étape? Voilà, parce que c'est pas toujours facile hein, quand on reprend, on va dire, le rythme de course. Bah, il faut se réadapter, se réhabituer à manger parfois régulièrement et puis parfois des trucs qu'on n'aime pas toujours. Parce que on mange surtout pour garder de l'énergie, pas forcément pour se faire plaisir hein, sur un vélo. Et parfois c'est un petit peu compliqué, voilà, les premiers jours de reprise. Donc là, à Kerman, bah, ça a été plus que compliqué, ça a été presque un cauchemar. C'est 15 minutes 27 de perdu aujourd'hui. Vraiment pas idéal. Et puis je termine avec Maloucheli. C'est dommage aussi Maloucheli parce que il tombe, hein, il fait partie des coureurs qui sont tombés pardon, de la Bingol, alors qu'il était plutôt très bien entouré à ce moment-là de la course, Maloucheli. Notamment il y avait Kenneth Van Droy qui avait peut-être la possibilité de faire un beau top 10 aujourd'hui pour le coureur de la Bingol, surtout que Marco Tizia fait 9, hein, donc il y avait vraiment deux coureurs avec lui, Maloucheli, et puis il y a eu une vague. On ne sait pas par qui. Il y a Jonathan Milan à un moment qui lève la main. Alors est-ce qu'il y avait un trou dans la chaussée ou est-ce que c'est Milan qui a touché la roue d'un autre coureur et qui l'a envoyé au tapis? On ne sait pas. Mais au final, pour la Bingol, c'est pas top. Parce qu'en plus, ça pouvait faire un super résultat aujourd'hui pour l'équipe belge. Alors c'est quand même un bon résultat à la 9e place de Marco Tizia, mais quand tu vois qu'il fait 9, tu dis que Maloucheli aura peut-être pu faire top 5 de l'étape, surtout que Canter par exemple fait pas un gros sprint du côté de la Movistar, donc c'est un petit peu dommageable pour l'équipe belge. Demain, étape encore pour Sprinter, donc qui ne devrait pas mettre en difficulté vraiment les coureurs hein, demain. Hop là, je reprends ma petite fichette. Si ça s'affiche correctement, voilà. On part du Winter Park pour aller au Salal Cilia Rocks avec une étape voilà, où on aura une deuxième partie de course plutôt descendante. Donc ça devrait aller vite dans le final de cette étape. Numéro 2, parce que c'est la deuxième étape plate. Et puis ensuite, on aura deux étapes plus pour le classement général, hein, mercredi et jeudi, avant une étape numéro 5 où on aura en plus un terrain un petit peu difficile, un petit peu cassant vers Maraya. Ça peut convenir aux sprinteurs comme ça peut convenir également aux coureurs offensifs avec notamment tout un passage sur une zone non goudronnée dans l'étape de Alula Holton vers Maraya. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve donc demain pour le Saoudi Tour. Allez, ciao sur l'Amérique Production.